Orange. Yëngal lépp ak life bu connecté. ñoo fa. Mesdames et messieurs, bonsoir, 20h sur la RTS, le journal, voici les titres. La douleur du souvenir, 26 septembre 2024, le Sénégal célèbre la mémoire des naufragés du bateau le Joola. 22 ans après la plus grande tragédie maritime du monde, notre pays revit ce jour inoubliable. Plus de 1800 personnes périssaient au large des côtes gambiennes. Cérémonie de commémoration au musée mémorial de Ziguinchor. Les premières reliques de l'épave ont été exposées. Nous serons en direct avec Mariama Dramé qui est à Ziguinchor. Bassirou Diomaye Diakhar Faye interpelle la communauté internationale sur les véritables missions du Conseil de sécurité. Le président de la République demande aux Nations Unies de remettre l'humain au centre des engagements et de l'agenda international. L'unité dans la diversité, la justice pour une prospérité partagée, lance le chef de l'État qui s'est entretenu avec le secrétaire général des Nations Unies. Les éclairages du Premier ministre sur la gestion des ressources publiques. Des légèretés ont été notées et les chiffres avancés ne reflètent pas la vérité des faits. Ousmane Sonko évoque ce qu'il appelle la nécessaire reddition des comptes, les grandes lignes de son point de presse dans cette édition. Petit Mbao patauge après les fortes pluies à Dakar. Les ouvrages d'assainissement ont cédé. Les risques de débordement du lac sont réels. À Matam, plus de 136 hectares de périmètre risicole sont envahis avec la montée des eaux du fleuve Sénégal. Bienvenue à tous. Commerce mondial, conflit Israël-Palestine, la crise sécuritaire au Sahel, le droit international, autant de sujets évoqués par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, lors de son allocution hier à la tribune des Nations Unies. Le président sénégalais demande au Conseil de sécurité de bien s'arrimer à ses missions dans la justice et pour une prospérité partagée. Le président de la République veut que l'humain soit au centre de l'agenda international. Voici le résumé de son discours avec notre envoyé spécial, Marning. President of the Republic of Senegal. Pour une première prestation, le discours du président Bassirou Diomaye Faye est à la hauteur des attentes. L'entame est un diagnostic nécessaire au combat pour garantir la paix, le développement durable et la dignité humaine pour tous et partout dans le monde. Mesdames, Messieurs, nous vivons dans un monde troublé où les principes de la Charte des Nations Unies qui prônent l'égalité, la justice et le respect des droits humains sont chaque jour mis en mal. Les conflits s'étendent, les inégalités se creusent et les crises climatiques aggravent la vulnérabilité de millions de personnes à travers le monde. De surcroît, nous assistons à une remise en cause inquiétante du multilatéralisme, à un moment où l'humanité en a le plus besoin. Le monde doit se regarder en face, sans complaisance. Les valeurs que nous avons juré de défendre sont piétinées dans plusieurs régions du globe. Que l'on soit à Gaza, à Tel Aviv, à Dakar ou ailleurs, chaque être humain est porteur de cette égale dignité. Une dignité qui transcende les frontières, les cultures et les appartenances religieuses. C'est notre devoir à tous de veiller à ce que cette dignité soit protégée et respectée pour chaque être humain, sans exception. Ce devoir est l'essence même des Nations Unies. Pourtant, nous constatons chaque jour que le droit international, ciment de la paix mondiale, est souvent violé. Des résolutions adoptées par cette Assemblée sont ignorées. En tolérant ces violences répétées,
Nous foulons aux pieds les principes de la Charte des Nations Unies et sapons les fondements même de cette maison de la paix. La paix n'est pas seulement l'absence de guerre. La paix, c'est aussi la possibilité pour chaque être humain de vivre dans la dignité, de se nourrir, de se loger, de s'éduquer et de recevoir des soins. Or, aujourd'hui, plus de 750 millions de personnes ne mangent pas à leur faim et des millions basculent chaque jour dans l'extrême pauvreté. Ces chiffres éloignent de plus en plus le monde des objectifs de développement durable fixés pour 2030. Nous ne pouvons plus accepter que les mécanismes de gouvernance mondiale continuent de reproduire ces inégalités. Il est alors temps de rompre avec la logique du chacun pour soi et de bâtir un nouveau contrat social global fondé sur la solidarité et la coopération. Le constat appelle un changement de paradigme pour un monde meilleur, équitable, qui respecte les principes fondateurs des Nations Unies. Nous ne voulons plus fermer les yeux sur la tragédie qui se déroule dans le Sahel. Des groupes terroristes sèment la terreur, pillent, tuent les populations civiles innocentes. Cette région autrefois stable est désormais en proie à une violence quotidienne, tandis que les Nations Unies, particulièrement le Conseil de sécurité, restent trop souvent inertes. De même, nous ne pouvons pas accepter que le Sahel devienne le théâtre de rivalités de puissances étrangères dont les affrontements ne font qu'aggraver la déstabilisation de la région. Je dois rappeler ici que la paix et la sécurité de l'Afrique sont indissociables de la paix mondiale. Il est impératif que le Conseil de sécurité remplisse pleinement son rôle de garant de la stabilité internationale. J'exprime à nouveau la préoccupation du Sénégal face à la situation tragique qui perdure en Palestine. Des générations entières y ont grandi sous l'ombre de l'oppression, privées de leur droit fondamental à un État viable. Le Sénégal, en tant que président du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, appelle à un cessez-le-feu immédiat et durable. Nous réitérons notre soutien à la solution des deux États, avec Jérusalem-Est comme capitale de la Palestine, conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies. Le chef de l'État est convaincu qu'un monde meilleur passe forcément par l'unité dans la diversité. Il est nécessaire de rompre avec toute tentative d'imposer des normes civilisationnelles unilatérales. Depuis son indépendance, le Sénégal a toujours défendu l'égale dignité des cultures et des civilisations. Et cette diversité doit continuer à être la base de la coexistence pacifique entre les peuples. Aucune nation ne devrait imposer aux autres ses pratiques ou ses valeurs comme normes universelles. Le respect des différences est le fondement de la stabilité et de la paix dans le monde. Mesdames et messieurs, le Sénégal est fermement engagé dans cette voie. Nous avons choisi de bâtir un État résolument tourné vers le développement durable avec des initiatives ambitieuses dans des domaines tels que les énergies propres, la souveraineté alimentaire et la gouvernance transparente. Mais nous savons que pour réussir, nous avons besoin de l'action collective et de la solidarité internationale. Aucun pays, aussi puissant soit-il, ne peut relever seuls les défis qui menacent l'humanité. Il nous faut donc agir ensemble, unis dans la diversité, pour construire un avenir où la dignité humaine est respectée, où la justice prévaut et où la prospérité est partagée. Dès le début de son discours, le président Bassirou Diomaye Faye a salué la mémoire d'Amadou Mokhtar Mbow. Avec ce discours, il s'inscrit dans le sillage tracé par ces figures emblématiques de la diplomatie sénégalaise, une image que le chef de l'État perpétue. Après le discours du président Bassirou Diomaye Faye, la ministre des Affaires étrangères est revenue sur l'intervention du chef de l'État. Yassine Fall parle d'un leadership affirmé avec des positions courageuses sur le multilatéralisme. Nous l'écoutons. C'est un discours de rupture.
un discours historique. Nous voyons un nouveau Sénégal avec un président jeune qui a une vision claire de ce qu'il veut voir dans le monde, d'abord, et en Afrique. C'est un discours aussi de rupture qui positionne l'Afrique avec ses ressources, mais avec ses compétences, avec ce qu'il peut apporter, mais avec aussi des idées qui proposent au monde comment résoudre les crises mondiales, les crises énergétiques, les crises environnementales, les crises politiques et les guerres. Donc nous avons aujourd'hui un président qui avait une position de leadership claire dans son discours. Il a eu un propos très courageux. D'abord par rapport aux guerres dans le monde, que la paix c'est la réponse. Il a eu aussi des propos clairs, courageux, sans équivoque par rapport à la question palestinienne. Il a repositionné le leadership du Sénégal dans la question palestinienne. Il a aussi parlé des injustices sociales, des injustices dans la gouvernance mondiale, des injustices dans l'économie mondiale, des injustices dans le fait que l'Afrique est un continent où on retire beaucoup de ressources, mais qu'elle ne reçoit pas assez. Mais aussi qu'il y ait un partage des ressources dans le monde. Il a aussi parlé des inégalités qui frappent le monde entre les pauvres et les riches, mais aussi des inégalités dans les institutions internationales, les institutions financières internationales, la Banque mondiale et le FMI, les institutions de Bretton Woods en général, les institutions aussi de commerce. Il a aussi parlé du fait que l'Afrique doit avoir une position claire au sein des Nations Unies, mais que aussi une institution multilatérale qui devrait jouer son rôle. Il a parlé de la crise du multilatéralisme que nous voyons aujourd'hui, que les Nations Unies sont incapables, que les résolutions des Nations Unies ne sont pas respectées et qu'il faudrait qu'on revienne encore à la paix et qu'on revienne aux fondamentaux. Le président a recentré le rôle des pays africains dans la résolution des conflits, le rôle du Sahel en tant qu'entité élargie, pas seulement G5, mais en tant qu'entité politique, entité géopolitique, qui devrait essayer de trouver une solution, mais dans la solidarité. C'est là où il parle de la solidarité. Mais la solidarité qui ne va peut-être, on vous impose des idées, mais la solidarité, vous avez les réponses, et qu'ensemble, nous allons trouver des réponses dans le Sahel. Le président a vraiment montré son leadership qu'on attend de lui, qu'on attend du Sénégal par rapport à la résolution des conflits, mais aussi par rapport à la résolution des questions qui se posent aujourd'hui, des questions d'inégalité mondiale, des questions d'exclusion, des questions de gouvernance économique, de gouvernance politique, de gouvernance financière. Très bien. Et puis à New York, le chef de l'État a reçu le directeur général de Dubai Ports World. L'entretien a porté sur les voies et moyens d'accompagner la vision 2050 du Sénégal. Voici Ahmed bin Soulayem au micro de Oumar Ning. Nous venons d'avoir une excellente séance de travail avec son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous en avons profité pour lui expliquer notre vision au niveau de la mise en place du port de Ndayane et du parc industriel. Il nous a également fait part de la vision Sénégal 2050, qui est l'option de gouvernement du Sénégal. Et nous voulons en savoir davantage sur cette vision Sénégal 2050 afin de pouvoir aligner nos investissements à Dubai Port World sur les priorités du gouvernement sénégalais. Et puis le chef de l'État s'est entretenu avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, félicite le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour sa contribution positive à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Les deux hommes, donc, qui ont revisité justement les différentes positions du Sénégal sur les questions internationales. À Dakar, le Premier ministre Ousmane Sonko a tenu un point de presse. Il est revenu sur plusieurs questions d'actualité, notamment la reddition des comptes et la gestion des finances publiques avant l'alternance du 24 mars 2024. Le FMI, dit-il, avait octroyé un prêt de 600 milliards à notre pays durant la période post-électorale. Ces fonds alloués au Sénégal ont été utilisés dans des conditions pas claires, indique-t-il. Nous l'écoutons. Un langage beaucoup plus simple, c'est que les autorités que nous avons remplacées ont menti au pays et ont menti aux partenaires en falsifiant les chiffres publics, en donnant des données erronées,
au moins sur les 3 aspects qu'il a soulevés, mais vous pouvez le considérer sur tout autre aspect. En l'occurrence ici, le déficit public, qui est au double de ce qui a été annoncé pendant tout ce temps. La dette publique, qui est 10 points plus élevée que ce qui a été annoncé. Et de manière constante d'ailleurs, de 2019 à 2023. L'exercice aurait pu remonter plus loin. On aurait su ici, la tendance avait pris départ un peu plus tôt, mais les 4 exercices nous suffisent pour voir à quel point le régime du président Macky Sall a menti au peuple, a menti aux partenaires, a tripatouillé les chiffres pour donner une image économique, financière et budgétaire qui n'avait rien à voir avec la réalité. C'est d'une gravité extrême. D'une extrême gravité. Il a abordé la question du surfinancement. De manière très simple, ça veut dire simplement que les partenaires avaient accepté que le Sénégal puisse aller en termes de levée de fonds au-delà de ce qui était annuellement autorisé en prévision du début des 4 premiers mois de l'exercice 2024 qui, dans tous les cas, étaient des exercices incertains au regard des élections qui se profilaient. 600 milliards qui n'auraient dû être dépensés qu'à partir du 1er janvier, mais que le régime sortant a dépensé avant notre arrivée au pouvoir, c'est-à-dire avant 2024, sur l'exercice 2023, ce qui est extrêmement grave. Il est important d'insister sur ce point, parce que la manipulation a voulu faire croire aux Sénégalais qu'il y avait un problème avec le surfinancement et que c'est notre régime qui a utilisé ces fonds, ce qui est totalement faux. Ça a été utilisé et de manière injustifiée pour plus de 300 et quelques milliards par l'ancien régime. Et au moment où on parle, nous ne trouvons nulle trace de l'utilisation de ces fonds. Le Premier ministre Ousmane Sonko avait à ses côtés le ministre de l'économie, du plan de la coopération, et celui de la justice, garde des Sceaux, sur la reddition des comptes. Le Sénégal, dit Ousmane Diagne, est en état de droit. Toutes les conséquences juridiques et judiciaires seront tirées dans le respect de la présomption d'innocence. Nous l'écoutons. Nous sommes dans un état de droit. Les deniers publics, dans le cadre de l'agencement juridique du pays, on a conféré un statut privilégié à nos deniers publics. Et de ce point de vue, donc, il est vrai qu'il ne m'appartient pas a priori de juger de l'effectivité des faits. Il appartiendra donc aux autorités judiciaires et policières de le déterminer, c'est leur travail. Mais ce que je peux dire, c'est que ce sera fait avec le maximum de rigueur, de transparence et sous réserve des règles du principe de la présomption d'innocence. Mais ce qui est certain, c'est que toutes les conséquences juridiques et judiciaires seront rigoureusement tirées, les faits seront décortiqués de façon particulièrement transparente, claire et objective, les responsabilités situées et les personnes susceptibles d'avoir eu à commettre des faits contraires ou en infraction avec la loi pénale en subiront toutes les conséquences de façon rigoureuse. Dette publique, déficit budgétaire, prêt. Il y a un gap entre la réalité et les chiffres fournis par le régime sortant entre 2019 et 2023. Le ministre de l'économie, du plan et de la coopération apporte quelques clarifications. Le rapport sur la situation des finances publiques a révélé que la dette publique du Sénégal et les déficits budgétaires ont été plus élevés que publiés par les autorités sortantes et communiqués à nos partenaires durant la période 2019-2023.
Le déficit budgétaire a été annoncé à une moyenne de 5,5% du PIB sur la période 2019-2023. Mais en réalité, il a été en moyenne de 10,4%, soit près du double. La dette publique a été annoncée en moyenne à 65,9% du PIB durant la période 2019-2023. Mais en réalité, elle a été en moyenne de 76,3% du PIB en raison des déficits publics plus élevés que publiés. Ainsi, à fin 2023 par exemple, la dette de l'État central, hors secteur parapublic, est à 15 664 milliards, soit 83,7% du PIB, alors qu'elle était annoncée à 13 772 milliards, ou 73,6% du PIB. Il s'agit donc d'un supplément de dette contracté et non publié de près de 1892 milliards, soit 10% du PIB de plus. Cette dette supplémentaire est principalement due à des tirages sur des prêts projets, sur financement extérieur, et des prêts contractés auprès des banques locales de façon non transparente. Sur la période 2019-2023, les tirages sur ressources extérieures non inclus dans les déficits ont été en moyenne de 593 milliards annuellement, et les prêts bancaires non inclus dans les déficits en moyenne de 179 milliards annuellement. Alors juste pour expliquer, lorsqu'on parle de tirage donc sur ressources extérieures ou de prêts bancaires qui ont été contractés et dépensés de façon non transparente, en principe, donc ces dettes devraient se retrouver dans les dépenses. Donc dans les dépenses et donc dans le financement. Dans le financement de ces dépenses et donc dans la dette. C'est la raison pour laquelle nous disons qu'il y a eu des tirages sur ressources extérieures ou des prêts au niveau des banques locales qui ont financé des dépenses qui n'ont pas été publiées ou en tout cas comptabilisées dans nos déficits budgétaires et de ce fait ces dettes sont à comptabiliser dans la dette et donc on fait l'objet de dépenses qui auraient dû être incluses dans nos déficits. Alors, cette dette supplémentaire, nous disions, est principalement due au tirage sur ressources extérieures des banques locales. Si on prend l'exemple de l'année 2023, par exemple, le déficit budgétaire à fin 2023 s'établirait aux alentours de 10% du PIB 2023, en y intégrant les tirages sur ressources extérieures et les prêts auprès des banques. C'était donc là les quelques temps forts du point de presse du Premier ministre Ousmane Sonko avec le ministre de la Justice, le ministre de l'Économie et également le ministre de l'Enseignement supérieur. Nous y reviendrons sans doute dans nos prochaines éditions avec plus de détails. Journée de souvenirs dans la douleur à Ziguinchor, 26 septembre 2024. Il y a 22 ans, le Sénégal connaissait la plus grande tragédie maritime du monde. Plus de 1800 personnes périssaient au large des côtes gambiennes, le naufrage du bateau le Joola, cérémonie de commémoration aujourd'hui au musée mémorial dans la capitale du Sud pour que l'oubli ne sombre pas, pour ne pas sombrer dans l'oubli. Les premières reliques de l'épave ont été exposées. Maria Madramé, vous êtes en direct. Peut-on revenir sur justement cette matinée qui rappelle vraiment de très douloureux souvenirs? Bonsoir Ibrahima Diédhiou, bonsoir à tous. Bienvenue à Ziguinchor, dans la capitale du Sud. Je vous accueille en ce moment en direct dans l'enceinte du mémorial musée Le Joola. Cet édifice qui a été officiellement mis en service ce 22 septembre 2024. Vous l'avez dit, une journée empreinte d'émotion. Ce musée a été mis en service par le ministre de la Jeunesse et des Sports, de la Culture, Madame Khady Diène Gaye. À ses côtés, il y avait le ministre des Forces armées, le général Biram Diop, qui a présidé cette cérémonie empreinte d'émotion ici dans Ziguinchor, la capitale du Sud. Le 22 septembre, vous le savez, est une journée spéciale et Ibrahim Mandong revient sur cette journée empreinte d'émotion. Regardez. Sur la berge du fleuve
le mémorial musée du Diola. Une bâtisse avec une fière allure, surplombant la rue du Commerçant. En ce jour coïncidant avec le 22e anniversaire de la commémoration du naufrage du bateau le Diola, l'ambiance était encore teintée d'émotion. Entre recueillement, visite guidée dans le nouveau musée, dépôt de gerbes de fleurs, signature du livre d'or, toute une série d'activités. Ici, dans ce bâtiment, nous resterons en pensée proche avec les victimes. C'est une main tendue aux victimes, aux rescapés et à leurs proches. Ce lieu est un lieu de mémoire, est un sanctuaire. Il leur appartient de faire toute la genèse, de sortir tout le sentiment au nom de toutes les victimes. Nous n'avons pas le droit de se substituer à la place de ces gens qui ont vécu cet événement-là. Devant l'assistance, la parole des pupilles de la nation résonne. Un discours émouvant qui a tenu en haleine tout le public. 444 étudiants de nouveaux bacheliers, 27 membres de l'école de football, 1400 victimes pour la région des Ziguinchor, abandonnés dans un vrai mouvoir. Un pâturage aux requins de l'eau glacée, laissant derrière lui 1900 orphelins sans affection parentale, des rescapés de cette tragédie dont découle agression sans secours. C'est le début d'une longue soirée marre, une épreuve très dure sur le plan émotionnel et psychique. Venu présider l'événement, le ministre des Forces armées s'est incliné devant la mémoire des disparus avant de revenir sur la volonté de l'État d'accompagner davantage les victimes du Diola. La Casamance et le traitement du dossier du Diola constituent des préoccupations majeures de l'État, comme en attestent les efforts entrepris pour le développement socio-économique de la région et la satisfaction des doléances des familles des victimes du naufrage. Monsieur le Président de la République et son gouvernement comptent placer la région naturelle de Casamance au cœur de leurs actions prioritaires en y stimulant les opportunités de développement et en travaillant sans relâche pour le règlement définitif de la crise qui l'affecte. Pour rappel, ce 22e anniversaire coïncide avec la mise en service du musée, une occasion pour montrer à l'autorité et au grand public des objets, des reliques de l'épave. Ce 22e commémoration du naufrage du bateau le Diola coïncide également avec le concept de la RTS chez vous. Ziguinchor, vous le savez, est la première étape. C'est dans ce cadre que nous nous sommes rendus à l'hôpital régional de Ziguinchor, créé il y a 52 ans. Le centre était destiné à soigner les blessés de la guerre de Guinée-Bissau. Aujourd'hui, en plus de recevoir tous les patients de la Casamance naturelle, les voisins de la sous-région viennent également se soigner ici à Ziguinchor. Toutefois, l'hôpital fait face à de nombreuses difficultés que nous liste Mamadou Sakine dans ce reportage. C'est l'unique appareil d'échographie du centre hospitalier régional de Ziguinchor. Avec un nombre de consultations journalières entre 20 et 25, le relèvement du plateau technique est plus qu'une nécessité. Au scanner aussi ça fonctionne, mais quand même ça reste à gérer parce qu'il y a des choses qui nous manquent. Nous manquons de ce qu'on appelle un éjecteur automatique. Nous n'avons pas de console de lecture. Nous avons juste une console d'acquisition. Ce n'était pas suffisant. Et donc, ça fait qu'il y a certains examens très spécialisés qu'on ne peut pas le faire. Au niveau de l'unité de radiographie standard et spécialisée, nous avons notre appareil numérique qui est en panne depuis bientôt 3 ans. L'établissement public de santé polarise la commune et les autres régions de la Casamance naturelle, ainsi que des pays voisins. Son taux de fréquentation élevé fait accroître les besoins dans presque tous les services. Réanimation, chirurgie, maternité, la même maladie, partout. Il y a toujours un gap en ce qui concerne le matériel nécessaire pour le service de niveau 2. Et aussi, le personnel aussi est à renforcer. Comme par exemple, le bloc opératoire.
là, le matériel n'est pas encore adéquat. Patients et accompagnants appellent à plus d'appui. Le gynécologue est à féliciter et à encourager. L'État doit vraiment appuyer le personnel soignant. Des fois, nous avons des problèmes pour l'achat des tickets. Il n'y a pas assez d'agents dans les guichets. Mais non seulement à guichet, il y a deux personnes qui ont guichet opérationnel. La réforme hospitalière de 1998 a permis d'élargir la structuration de l'infrastructure qui, au départ, avait une autre vocation. Le centre hospitalier régional de Ziguinchor était d'abord une antenne chirurgicale qui a été créée en 1972 lors de la guerre de Guinée-Bissau. Donc en principe, c'était une antenne qui permettait de pouvoir accueillir d'abord les patients, les blessés qui venaient de la Guinée-Bissau avant de pouvoir de faire les premiers soins, avant de pouvoir les évacuer au niveau du nord, c'est-à-dire de Dakar. Par la suite, il y a eu des extensions. Ici, le centre a un hôpital de niveau 3 et l'ambition des autorités hospitalières. Pour cela, un plan quinquennal 2025-2029 a été établi. Nous avons l'ambition d'avoir un hub sanitaire qui regroupe l'ensemble des spécialités ici à Ziguinchor. Comme ça, personne n'aura besoin d'aller se faire soigner ailleurs. Donc tout sera ici sur place. Voilà donc cette ambition que nous avons pour le projet d'établissement. Sur une assiette foncière de 10 hectares, seuls 2 à 3 sont bâtis. Donc le centre hospitalier régional de Ziguinchor dispose d'espace pour son élargissement. Une construction aux normes avec un plateau technique adéquat sera un grand ouf de soulagement pour le personnel soignant et les populations du Sud. Vous le savez, pour la première fois, la commémoration du 22e anniversaire du naufrage de Joola coïncide avec la mise en service du mémorial musée Le Joola, dans lequel on se trouve actuellement. Le ministre de la Jeunesse, qui était à Ziguinchor, a rencontré tous les acteurs pour voir comment cette mise en service va être effective. Voici le compte-rendu signé Michel Mandi. Ce panel, présidé par le ministre de la Jeunesse et des Sports et de la Culture, porte sur le contenu et les orientations du mémorial musée Le Joola. Il a permis d'échanger avec les associations de familles de victimes et de rescapés pour leur demander de s'approprier le musée. L'objet de cette rencontre est d'unir les forces, partager les idées pertinentes et mobiliser les ressources nécessaires pour transformer nos visions en réalité concrète. Je reste convaincu que grâce à vos diverses interventions et contributions, ce panel tiendra toutes ses promesses et qu'à la fin, le mémorial Bateau Le Joola sera doté d'outils protéiformes à la hauteur de ses ambitions. Le contenu sera basé sur une exposition de reliques tirées du bateau et de photos. Il sera accompagné d'un discours muséographique qui va retracer l'histoire de la navigation maritime du Sénégal. L'objectif est de sensibiliser les populations pour un changement de comportement afin d'éviter de pareils drames. Beaucoup de sensibilisation, beaucoup d'apprentissage. Le musée abritera une bibliothèque, un centre de documentation, une médiathèque, où nous allons également collecter tout ce qu'il est possible de collecter sur le Joola, mais sur toutes les situations analogues au Joola à travers le monde, pour que les jeunes générations qui vont venir n'oublient pas, apprennent ce qui s'est passé, mais se documentent, s'informent, et peut-être ça va éveiller même des motivations, ça va éveiller quelques populations à entreprendre des études, des recherches sur ces questions. Une étude menée sur l'acceptabilité du mémorial montre que 62% des personnes interpellées dans la commune de Ziguinchor sont d'accord pour la réalisation du musée. Ceux qui n'ont pas soutenu le projet dans sa conception sont revenus sur des aspects religieux. Par exemple, l'idée de récupérer des ossements et du matériel du bateau et de vouloir les enterrer ou les exposer éventuellement ne correspond pas à des convictions religieuses et spirituelles ou culturelles. Et cela a fait qu'ils ont manifesté beaucoup de réticence. Et je pense que c'était la réticence majeure par rapport à ce fait. Et l'autre fait, c'est peut-être la crainte par rapport au lieu qui va être un lieu multidimensionnel où il y aurait peut-être des festivités et ce serait vu comme une profanation.
Bâtie sur le bord du fleuve Casamance, l'infrastructure va servir de lieu de souvenir, de recueillement et de sensibilisation. Sa réalisation a coûté plus de 5 milliards de francs CFA. Je vous emmène maintenant à Fangotte. C'est un village dans l'arrondissement de Niaguis. Sur place, vous allez le voir, les déplacés de guerre sont de retour et des initiatives sont mises en place par les autorités publiques pour faciliter leur réinsertion. Le reportage est signé Ibrahim Andang. Retour d'un brin d'espoir dans une localité autrefois meurtrie par des années de guerre. Fangotte accueille progressivement ses habitants. Et c'est d'ailleurs dans cette dynamique que cette piste de production a été aménagée. Des travaux qui portent les empreintes du Proval CV. Sincèrement, au départ, Fangotte, c'est une route qui était trop laborieuse. Pour arriver ici même, on était taxé 2500 de signaux. Vous voyez que ça fait moins de 3 km. Parce que tellement que la route était laborieuse. La route nous a valu beaucoup de satisfaction. D'ici, c'est une route qui fait 9 km. Ça polarise une partie de Fangotte, une partie de Saône, une partie Bundialombaino et Bambadinka. En ce jour de visite, un comité dirigé par les notables du village était là pour nous accueillir. Nous remercions vivement les autorités qui nous ont permis d'avoir cette piste. Une piste qui revêt une grande importance pour nous, les habitants de Fangotte. Nous vous disons merci. Une piste de 9 km au profit de 4 villages, ce qui facilite l'écoulement de la production dans la zone. Nous, les femmes des villages traversés par la piste, nous sommes vraiment soulagés. Maintenant, nous n'aurons plus de problème pour écouler nos produits comme les mangues, les produits forestiers, entre autres. Fangotte est le premier village à marquer son retour dans l'arrondissement de Niaguis parmi les déplacés. Une zone qui regorge beaucoup de potentialités. Sincèrement, on était nantis. Parce qu'à ce moment-là, on exportait du riz. Il y a des gens qui quittaient Ziguinchor pour venir acheter du riz ici. On n'achetait pas de riz. Maintenant, avec le conflit, on a tout perdu. On avait toutes les machines, jusqu'aux machines même qui chassent les oiseaux. Ça fait plusieurs années où, par des périodes, ils avaient irrigué les rizières, là, on cultivait le riz à toute saison. On n'a pas de saison, cultiver le riz à toute saison. Mais avec le conflit là, on a été obligé de déguerpir le village en 92. En 92, il n'y avait personne. Aujourd'hui, on constate un véritable frein lié à l'exploitation risicole. L'une des principales causes, la voici. Le barrage de Guidel, qui est en train de mourir de sa belle mort. Le barrage demande beaucoup de choses. Alors, ces déficits-là ont fait que la salinité est montée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de salinité. Vous voyez, si vous descendez vers là, vous trouvez que la mangrove est totalement partie. La mangrove est totalement partie. Donc, on a essayé quand même de rencontrer déjà pour nous aider quand même à régénérer cette mangrove. Jusqu'à présent, on n'a pas trouvé de preneur. Construit dans les années 80, le barrage couvre une superficie de 1700 hectares. Malheureusement, seuls les 600 sont aujourd'hui exploitables à cause de la salinisation des terres. Le seul souhait pour les populations reste cependant la réhabilitation du barrage. Après Fangotte, je vous emmène maintenant à Tindouk. Nous sommes dans le département de Bignona. Dans cette localité, un homme a marqué l'histoire. Il s'agit de Arfan Bessir Sonko, mais qui était ce chef de canton visionnaire qui a transformé le Blouf. Son portrait avec Abdoulaye Sinkaré. C'est l'histoire d'un petit village au cœur du Blouf, dans le département de Bignona. Bessir, qui a joué un rôle central dans l'essor de la zone. Karkiakou, donc, c'est une commune qui compte 4 villages, dont Bessir. C'est l'un des plus petits villages de la commune. On peut dire l'un des plus petits villages de l'arrondissement de Tindouk. Évoquer l'histoire de Bessir revient à parler d'un homme, Arfan Bessir Sonko. Né en 1860, l'homme a marqué son temps. Devenu chef de village en 1905, il a gravi les échelons pour être en 1938 chef supérieur de province, englobant une vingtaine de villages correspondant à l'actuel arrondissement de Tindouk. Il a été un chef de village d'abord, ensuite nommé canton de la zone et qui a fait des activités, essayé de mener ces activités de développement, notamment pour le village et pour son canton.
Visionnaire au caractère trempé, Arfan Bessir a su insuffler de petites révolutions, parfois à marche forcée. C'est lui qui a implanté l'école. Lui, il a touché partout. C'est lui qui est l'objet de ces arbres-là, qui n'existaient nulle part, les manguiers et autres. Parce que lui, vous ne plantez pas un manguier chez vous, vous avez des comptes à rendre avec lui. C'est quelqu'un qui a travaillé dans tous les domaines. Dans tous les domaines. On se demande même, à cette époque, où est-ce qu'il a eu cette culture-là de pouvoir propager dans tous les domaines un petit quelque chose qui pouvait faire avancer les gens. C'est lui qui a tracé les esquisses de l'actuelle boucle du Blouf et a sorti la route de Tobor que les Français peinaient à faire. Il a fait sortir la route que vous avez empruntée là, qui est fait aujourd'hui la boucle du Blouf. Et voilà. Quand il l'a réalisé aussi, les gens ont commencé à se connaître, à se marier entre eux, à se fréquenter, à avoir des amis. Et les hostilités avaient commencé à s'apaiser. Avec son petit-fils Djibril, nous nous rendons au bord du fleuve, à quelques encablures de la maison familiale. L'endroit était un grand quai d'embarquement où transitaient tous les vivres du Blouf destinés à l'effort de guerre. Quai, on appelle Hafa ici, hein. C'est une porte d'entrée du Blouf. Et une porte, ouais, c'est la porte d'entrée du Blouf pour les vivres, pour permettre à la population de l'ensemble de ces deux cantons-là de faire convoyer les vivres à partir d'ici. Et l'effort de guerre, de même que les arachides. Ici, c'est une activité grandiose ici, hein, de nuit comme de jour. Très loin, il paraît que vous voyez même le dispositif des vivres, des arachides, etc. Arfan Bessir a été décoré de plusieurs médailles dont la Légion d'honneur française. Quand l'administrateur colonial a voulu le récompenser, il demanda la construction d'une école. La longtemps travaillé avec les colons, sa récompense, ce qu'on m'a dit de lui, il a demandé à avoir une école. Au lieu de lui donner de l'argent, il préfère qu'on lui donne une école. Bon, l'école est là. Créée depuis 1925 et reconnue depuis 1930. Donc c'est la plus ancienne école du Blouf. Attention Bessir, tu vois une femme en train de marcher avec une canne, il faut la parler de français. Et te répond. C'est ce que j'ai trouvé. Toutes les femmes sont instruites, tous ces vieux sont instruits. C'est le fort des Bessirois. Décédé en 1955, Arfan Bessir Sonko est inhumé derrière la maison familiale. Le plus grand collège de Bignona porte son nom depuis 1985. En 22 du naufrage du bateau le Joola, la catastrophe la plus grave de l'histoire de la navigation maritime. Qu'avons-nous fait? Belle résolution au lendemain d'une... La chronique est signée Oumar Diaw. Son sillage tourbillonnant, bien des souvenirs, bons ou mauvais. Et quand les réminiscences s'estompent, c'est que l'oubli commence à s'installer. Se remémorer sans être captif d'un chagrin et d'un deuil prolongé, sans s'apitoyer sur son sort et continuer à profiter de la grâce des jours qui sont décomptés. Les moments de souvenir devraient donc toujours résonner comme un rappel de ce qui a été. Le naufrage du Joola reste douloureux, inoubliable dans les films documentaires moins que dans les esprits. Aussi, dans l'imaginaire de beaucoup, le bateau est-il déjà loin derrière un obscur horizon. En vérité, il gît encore par le fond, constituant une sépulture sous-marine pour des centaines de compagnons d'infortune d'un soir. Faut-il les laisser à leur sommeil dans ces abysses ou aller vers le renflouement de l'épave? Autour d'un naufrage, l'arbre de l'oubli ne devrait jamais germer, car il donnerait des graines maudites semences de nouvelles tragédies. À la suite de ce qui reste comme la catastrophe maritime avec le plus lourd bilan humain à l'échelle mondiale, de grandes résolutions ont été prises dans le secteur du transport. L'occasion avait été saisie pour espérer transformer notre relation désinvolte à la sécurité. Après le 11 septembre 2001, on a corsé la checklist sécuritaire dans l'aérien. Qu'est-ce qui a enterré ou noyé cet élan hardi? Comment expliquer cette légèreté, ce peu d'exigence et de considération des
avec lesquels on joue, transige et ruse sans cesse. Apprendre de tragédies antérieures est cathartique pour expurger et ne pas reproduire des écarts aux conséquences fâcheuses. Qu'est-ce que le Diola nous a laissé comme ultime message radio? Sommes-nous à ce point durs d'oreille ou irréfléchis? La sécurité est toujours adossée à un code. Le non-respect de ces instructions ouvre souvent la voie au désastre. Rien que pour le sacrifice des naufragés, nous avons cette obligation de mourir autrement que par une imprudence coupable. Le mémorial a enfin émergé face à l'estuaire, debout pour que la mémoire ne soit pas le siège de l'inacceptable amnésie. Voilà, Ibrahima, ce qu'on pouvait dire dans ce journal sur la commémoration du 22e anniversaire du naufrage du bateau Le Diola. L'événement, vous le savez, coïncide avec l'antenne décentralisée de la RTS à Ziguinchor. Le concept est intitulé la RTS chez vous, donc à suivre des débats ici en direct de Ziguinchor, mais également des incursions dans nos prochaines éditions. À vos antennes, Dakar. Aya Madramé, merci. Nous allons suivre le reste de votre séjour à Ziguinchor avec les équipes de la RTS. Direction justement notre pays pour parler de la 10e édition du Salon international de la pêche et des fruits. Guangzhou. Sous la conduite du ministère et des expériences et des meilleures pratiques en matière de protection et de commercialisation des produits halieutiques. Notre envoyé spécial nous en parle, Damsila. C'est parti pour la 10e édition du Salon international de la pêche et des fruits de mer, ici à Guangzhou, en République populaire de Chine. Le Sénégal y participe avec une forte délégation, de même que d'autres pays à travers le monde. Rappelons que le Sénégal entretient de solides relations avec la Chine, mais surtout dans le domaine commercial, où le Sénégal a exporté en 2023 plus de 40 000 tonnes de produits halieutiques vers la capitale chinoise. Rappelons également que le Sénégal est excédentaire sur la balance commerciale pour ce qui est de l'exportation des produits halieutiques. La 10e édition du Salon international de la pêche et des fruits de mer de Guangzhou est une opportunité offerte aux pays participants pour partager leur expérience et nouer des partenariats. La délégation du Sénégal, conduite par le ministère des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires, s'est profité de l'occasion pour consolider ses échanges commerciaux dans le domaine des produits halieutiques avec la Chine, mais aussi avec le reste du monde. Il y a des niches ici en Chine, des niches d'exportation qui peuvent être explorées par les privés d'une manière générale, mais les professionnels de la pêche en particulier. Guangzhou, la ville où nous sommes, c'est une province de pêche, c'est une province portuaire. Donc il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent à l'ensemble des professionnels qui sont là. Ce salon réunit chaque année plusieurs pays de différents continents. Le Sénégal participe annuellement grâce aux multiples opportunités offertes. C'est aussi une occasion de renforcer ses relations avec la Chine, surtout dans le domaine maritime. Le Sénégal entretient avec la Chine des relations très étroites. Nous avons des relations commerciales également très fortes. Et nous devons en profiter, surtout les privés. Nous sommes venus également avec notre savoir-faire. Ce savoir-faire-là sera mis à la disposition des visiteurs. Mais nous venons également pour apprendre de ce qui se fait de mieux dans le monde, parce que d'autres pays également sont présents. Le Sénégal exporte chaque année des milliers de tonnes de produits halieutiques à travers le monde. En 2023, par exemple, plus de 40 000 tonnes sont exportées vers la Chine. Les autorités travaillent à mettre en place une stratégie pour augmenter la capacité d'exportation. Le Sénégal saisit ce genre d'opportunité pour non seulement essayer de voir les technologies qui se font ailleurs, les innovations qui se font dans le produit de la pêche et de l'aquaculture également. Donc, essayer de rehausser le niveau, essayer de valoriser mieux ces produits, puisque actuellement, avec la baisse de la production, on doit capturer moins et pour valoriser plus et pouvoir tirer le maximum de profit de nos océans. Guangzhou, qui abrite ce salon de la pêche et des fruits de mer, est l'une des villes phares de la Chine dans le domaine maritime et portuaire. Le Sénégal veut s'inspirer des meilleures expériences à travers cette rencontre pour améliorer sa gestion des ressources halieutiques.
Les précipitations de cette nuit ont causé d'importants dégâts dans la banlieue dakaroise. À Petit Mbao, le manque d'efficacité des ouvrages d'assainissement a plongé plusieurs habitations dans les eaux. Le risque de débordement du lac est réel. Le reportage de Papa Babacar Nour. Des habitations envahies par les eaux de pluie. Nous sommes à Senbat 1, un quartier de la commune de Mbao. Ici, les habitants se sont réveillés, les pieds dans l'eau. À mon réveil, ma chambre était remplie d'eau. J'ai ainsi sauvé mes bagages à l'étage. Nous faisons tout pour évacuer l'eau, mais elle ne cesse de remonter. Nous vivons pareille situation à chaque pluie. Les maisons sont inondées. Le rez-de-chaussée est inondé chez moi. Je suis actuellement au premier étage avec ma famille. Ceux qui n'ont pas cette possibilité sont obligés de déménager. Le spectre des inondations y est devenu récurrent depuis 3 ans. Les habitants pointent du doigt un problème d'ouvrage d'assainissement pour l'évacuation des eaux de ruissellement, jugées inefficaces. C'est l'évacuation de l'eau qui pose problème à cause du relief. L'eau ruisselle et s'accumule dans notre quartier. La moindre des mesures, c'est d'avoir un canal pour conduire l'eau de pluie, parce que l'installation de tuyaux s'est montrée inefficace. Ces populations appellent à l'aide. Nous demandons aux autorités de nous construire un canal pour évacuer les eaux. Les précipitations enregistrées à Dakar ces dernières 24 heures ont révélé un manque d'efficacité dans certaines infrastructures d'assainissement et limité les transports. À côté de ces inondations, les habitants de Petit Mbao redoutent le débordement du lac agressé par les habitations. 136 hectares de périmètre rizicole envahis. À Matam, la montée des eaux du fleuve Sénégal est à l'origine de cette situation qui ne fait pas que des malheureux. Il faut dire qu'Ibrahima Pabidiédiou est allé sur les lieux pour nous décrire cette situation peu commode où chacun essaie de s'adapter à sa manière. À Matam, les dégâts causés par la crue du fleuve n'ont pas épargné les producteurs. Pour le moment, on a quand même recensé plus de 136 hectares. Voilà, sinistrés à cause du débordement du fleuve. Et ceci après le premier dépassement de la côte d'alerte survenu le 27 août. On était à 136 hectares quand même inondés et sinistrés. Mais si la tendance se maintient, sûrement ça va augmenter. Ce producteur est également dans l'inquiétude. Il craint l'envahissement de son périmètre. Vous savez, le problème qui se pose souvent est que les eaux de la crue du fleuve, une fois qu'elles envahissent votre périmètre agricole, peuvent rester pendant un mois, voire plus avant de se retirer, ce qui crée parfois des dommages. Actuellement, j'ai peur. Cette crue ne fait pas que des malheureux, elle est source d'espoir pour certains paysans. Dans la région, il y a 918 sites où on pratique des cultures de décrue. Et ça permet quand même de diversifier, parce que ça permet aussi aux producteurs, après la récolte des cultures de l'hivernage, d'avoir d'autres types de récoltes. La saison dernière, les précipitations n'ont pas favorisé la pratique de cette culture de décrue. Mais cette année, les producteurs du Dandemayo gardent un grand espoir. Pensons aussi qu'au retrait total des eaux, on pourra s'atteler tout de suite à s'introduire au niveau de la culture des décrues. Cette forme de culture contribue largement à la souveraineté alimentaire. La plupart des ménages riverains du fleuve Sénégal en dépendent. La DRFJ sillonne la région de Louga à travers une caravane. Plus de 4 milliards sont injectés dans cette région pour un total de 13 400 bénéficiaires. La Minfal. La DRFJ joue la carte de la proximité. L'agence entend rapprocher ses services des bénéficiaires en implantant dans chaque département une antenne décentralisée. C'est le cas à Kébémer. J'ai constaté une appropriation par les populations de cette antenne, d'ores et déjà, et c'est tout ce que nous voulions. C'est pourquoi les grandes antennes
nous les avons placés au niveau des villes universitaires. Une antenne flambant neuve, bien équipée et destinée à renforcer les capacités techniques et managériales des bénéficiaires. Ces nouvelles antennes vont permettre à toute la population de la commune de Kayemmer et même au-delà du département de venir ici pour pouvoir bénéficier facilement parce qu'il y a une formation qui est proposée derrière, il y a des partenaires de la DER tels le 3FPT, la DPM, tout ça, ça peut être que bénéfique. À Louga, on note une forte mobilisation des femmes autour des opportunités d'entrepreneuriat offertes par la DER/FJ. J'ai un projet, comme le DER est là, je suis venue me formaliser et encore chercher un financement pour mon projet. Je suis fier de voir des gens avoir 2 millions de financement de la DER/FJ. Voilà, des gens qui, au début, te disaient « 50 000, c'est peu », mais aujourd'hui, il y en a des conducteurs de Jakarta qui ont acheté plusieurs Jakarta. Le premier millionnaire du département de Kayemmer fait partie de notre fédération. Formalisation, formation et financement, un triptyque sur lequel la DER/FJ compte s'appuyer pour résorber le taux de chômage des jeunes. Après d'appui aux communes d'agglomération que du périodique avec un budget de 170 milliards, plus de 1023 projets ont été financés pour le compte des collectivités. Youssouf Kaba. Une revue permanente aux allures de cadre stratégique d'évaluation du programme PACASEN, un nombre important de projets a été financé et réalisé à ce jour, à la grande satisfaction des collectivités. Concernant le PACASEN, nous avons énormément de satisfaction. Parce que pour 170 milliards mobilisés, nous avons pu financer plus de 1000 projets. Et le plus important, au-delà des projets, c'est le mécanisme que nous utilisons avec les collectivités, en leur demandant d'abord de respecter certains principes de bonne gestion et de gouvernance, donc les indicateurs. Et une fois qu'ils respectent cela, là, on regarde le projet et on finance le projet. L'objectif était de voir les bonnes pratiques qui ont abouti à des résultats satisfaisants, mais également d'apporter des ajustements afin de rendre le programme plus performant et apte à la satisfaction des projets des collectivités. Au-delà du financement des projets, nous amenons les municipalités à élever leur niveau de gouvernance et de gestion. Et cela contribue véritablement à une meilleure mise en œuvre de leur action, même en dehors du programme. Les projets jusque-là financés étaient pour la plupart déroulés dans les villes. Cependant, des recommandations ont été faites en ce sens pour mieux impliquer les communes rurales. Ce niveau d'organisation-là va bénéficier à l'ensemble des populations dans le cadre de son action de tous les jours, qui est un programme qui demande aux municipalités de rehausser leur niveau de gestion sur la base de projets qu'ils présentent eux-mêmes et qu'ils exécutent, qui concernent l'électrification, les questions de santé, construction de marchés. Cette rencontre s'inscrit dans une démarche globale d'évaluation périodique du programme PACASEN. À ce jour, plus de 1023 projets ont été financés et réalisés. Iwao Arkamada, c'est le nom du plus vieux condamné à mort au monde. Il a été acquitté après 46 ans passés dans le couloir de la mort au Japon. Dans l'actualité internationale, nous parlons également du Liban. Les populations fuient les combats et se dirigent vers la Syrie, alors qu'au Soudan, les affrontements ont repris ce jeudi. Sarah Louia. Ce jeudi, des bombardements et des tirs d'artillerie ont secoué la capitale soudanaise où l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan livre des combats acharnés contre les forces paramilitaires de son rival, le général Mohamed Hamdan Daglo. Les affrontements ont commencé à l'aube, ont rapporté plusieurs habitants dans ce qui semble être la première offensive majeure de l'armée depuis des mois pour reprendre des parties de la capitale contrôlées par les forces paramilitaires rivales. Au Liban, les cibler les combattants et les arsenaux du Hezbollah, mais les sont désastreuses. Tuer le trajet à pied. Malgré les appels internationaux à la retenue, la diplomatie onusienne peine à trouver les voies de la désescalade de la violence entre Israël et le Hezbollah. Enfin, au Japon, Iwao Akamada, le plus ancien condamné à mort au monde, a été acquitté à 88 ans.
Après 46 ans passés dans le couloir de la mort, l'ancien boxeur accusé d'avoir assassiné son patron et 3 membres de la famille de ce dernier en 1966 a été acquitté ce jeudi par le tribunal de Shizuoka lors de son procès en révision. En 2014, un tribunal avait admis des doutes sur